Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il a repris les choses en main. Au Mali, le colonel Assimi Goïta dit s'être vu dans l'obligation d'agir et de placer hors de leur prérogative le président de la transition Bandao et le premier ministre Moktawan. Le colonel Goïta reproche au président Bandao et au premier ministre Moktawan d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter, bien qu'il soit vice-président en charge de la défense et de la sécurité, domaines cruciaux dans le domaine dans ce pays en pleine tourmente. Une telle démarche, dit-il, témoigne de leur part d'une certaine intention avérée de sabotage de la transition, et les appels de la CEDEAO également du président français Emmanuel Macron n'ont rien changé pour l'heure. Les deux responsables de la transition sont conduits au camp militaire de Kati où avait séjourné l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, emporté par un coup d'État. C'était le 18 août 2020. Alors question, les militaires sont-ils ivres du pouvoir? Quelles sont évidemment les conséquences auxquelles on pourrait donc assister dans ce pays qui est donc en transition, où en principe les élections générales sont prévues pour l'année prochaine. Mes invités sont déjà en plateau. Emile Guérin, bonjour. Bonjour, Michel Henry. Vous êtes, consultant en communication et puis gestion des crises. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. En face de vous, Jos Perzo Anago, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien La Dépêche, analyse politique. Merci d'accepter aussi notre invitation. Une précision, alors, 2 membres de la junte qui avaient renversé évidemment le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était le 18 août 2020, ont été gommés. Voilà, il s'agit des colonels Sadio Kamara et puis Modibo Koné. Ils sont remplacés dans leur portefeuille respectif de la défense et puis de la sécurité. Emile Guérin, raison principale avancée par l'homme fort du régime, Assimi Goïta, il dit qu'on ne l'a pas consulté avant de former le gouvernement. Oui, je crois que ce qui se passe actuellement au Mali, pour ma part, est le symbole archétypal des tentatives de déstabilisation de la politique France-Afrique. Évidemment, la charte de la transition a prévu que dans des grandes décisions, le vice-président soit consulté. Et d'ailleurs, cette charte a été élaborée en toute considération, en toute conscience de cause, à la taille du vice-président. Et tout le monde sait, tous les observateurs sérieux savent que c'est la junte militaire qui dirige au Mali. Tout le monde sait que c'est Assimi Goïta qui a le vrai pouvoir. Parce que, vous savez, c'est lui qui a fait son coup d'État. Je me demande jusqu'aujourd'hui si les militaires n'étaient pas entrés en jeu. Est-ce que les manifestations, parce que ces manifestations ont duré des mois, ne l'oubliez pas, sans faire bouger IBK. Il a donc fallu que Ils sont venus quand même parachever un travail qui a déjà commencé. Ça veut dire que c'est toute l'aspiration du peuple malien qui a été respectée, qui a été exécutée par ce coup d'État d'août 2020. Maintenant, pourquoi le président Daoun n'a pas respecté ce que la charte de la transition a prévu? C'est ça qui me pose problème. Quand les textes sont là, il faut l'appliquer. La junte ne peut ne pas être consultée. Et qui a nommé Ndao? C'est Assimi Goïta qui l'a nommé. Donc, Ndao tient sa légalité et sa légitimité de cette junte au pouvoir. Mais en effet, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer un peu. Vous savez, c'est Sadio Kamara et Modibo Keïta, ministre de la Défense et de la Sécurité, avaient entamé des négociations avec la Russie parce qu'ils ne sont plus satisfaits des différentes forces sur place pour la lutte contre le djihadisme. Et quand ils voient ce qui se passe, par exemple, en Centrafrique, ils se réjouissent de ça. Et ça n'a pas plu à la France.
il faut tout faire. Vous vous souvenez que Ndao, le président de la transition, avait été reçu, je crois, en janvier par le président français Macron. Ensuite, lors de ce balai entre père et fils, la dernière fois, je crois, le 18 et 19 mai dernier, par rapport à la redynamisation de l'économie africaine, et quand les enfants étaient allés voir leur père, il était là aussi. Et il a été déjeuner avec Tony Blair. Vous connaissez très bien Tony Blair, qui a déstabilisé l'Irak en parlant de d'armes massives. Donc quand moi je vois, les personnages sont très importants pour moi dans la conception géopolitique, géostratégique. Parce que ce sont ces personnages qui décident de ce qui va arriver. Comme on a vu avec Sarkozy par rapport à la Libye. Donc c'est très important de savoir avec qui nous avions affaire. Et quand on connaît Macron avec sa politique aujourd'hui, même à l'interne comme à l'international, ça sent très mauvais. Et ça, les militaires aujourd'hui, je l'avais dit, les militaires vont sortir beaucoup en Afrique. Et ça, ce n'est qu'un début. Et quand on voit ce qui s'est passé au Tchad, c'est normal que Assimi Goïta se permette le luxe de dire, mais vous ne nous avez pas consultés. Pourquoi ces deux vont être délogés du gouvernement? Ça n'a pas de sens. On va revenir dans un instant sur les conséquences abordées, ce que ça peut avoir donc pour impact, disons, sur les autres pays, notamment le Sahel. Jospezo Anago, un homme, voilà, vice-président, il se lève seul. Il conduit à la fois le président de la transition et également le Premier ministre. Il va les mettre au cachot, au frais. Il dit, vous ne m'avez pas consulté. Autrement dit, c'est encore un nouveau coup d'État. D'entrée de jeu, moi, je voudrais dire que je suis foncièrement contre tout cas de force, de coup de force. Voilà, je suis contre tout cas de coup de force. Mais même une révolution, comment vous l'analysez, ou bien vous parlez uniquement des coups d'État? Vous savez, je voudrais faire une différence entre une révolution et le coup de force. Voilà. La révolution, parfois, vous avez la prise de la Bastille et autres. Au départ, en pole position, il n'y a pas les militaires en réalité. C'est le peuple se soulève contre une situation donnée. C'est différent des coups de force. Les coups de force, c'est ceux qui ont la force. Le peuple n'a pas la force en réalité, mais la force armée. La force armée, bien entendu. Donc, je suis contre tout ce qui pourrait aller dans ce sens. Maintenant, je voudrais relativiser ma position pour dire on observe en Afrique, surtout en Afrique, ce genre d'incursion, d'excursion des militaires dans la vie politique. Normalement, les militaires doivent rester dans leur caserne. Mais par rapport au comportement ou à l'attitude de Assimi Goïta, moi je dis, personnellement, je ne suis pas d'accord dans la mesure où la discipline est le fer de lance de l'armée. La discipline, c'est la base fondamentale même de l'armée. Ce colonel a été un peu, de mon point de vue, en griffe, indiscipliné en procédant de la sorte. Dans la mesure où, sur le simple fait qu'il n'aurait pas été averti, bon, c'est une commodité de langage, parce qu'une telle décision ne peut se prendre dans ce grand Mali sans que Assimi Goïta ne soit déjà informé. Donc, pour paramétrer la démarche de façon symbolique, il dit qu'il n'a pas été informé. Ou alors, il n'a pas été du tout d'accord et il s'est vu devant le fait accompli. Mais ceci ne devrait pas donner pouvoir aux militaires, n'est-ce pas, de s'ingérer dans la vie publique, dans la vie politique. Mais s'ils en sont arrivés à cette étape, c'est que les démocraties ont été galvaudées, les systèmes de gouvernance ont été galvaudés en Afrique. C'est cela aussi. Le troisième élément que je ne voudrais pas partager, qui a été évoqué par mon vis-à-vis, c'est ce sentiment anti-français ou ce sentiment anti-américain, parfois ça dépend, que nos autorités ils utilisent. C'est-à-dire, c'est des vagues sur lesquelles on surfe lorsque on voit que ça arrange. Parce qu'en fait, le peuple, le bas peuple adore ça. Le bas peuple aime s'entendre dire: tiens, les Français m'empêchent de respirer, les Américains m'empêchent de respirer, les Yougoslaves sont assis sur notre pétrole, ainsi de suite. Souvent, lorsque vous observez bien, vous allez voir beaucoup de nos dirigeants, par exemple, quand on prend le cas du Tchad, c'est vrai, c'est une petite digression que je fais, vous allez voir tout le temps, le défunt, il a surfé sur cette vague. Et derrière, il y a des gens c'est-à-dire, il y a ce sentiment panafricaniste, un peu galvaudé aussi de son côté, que certains utilisent, n'est-ce pas, pour surfer sur ces vagues-là. Je dis, ce qui vient de se produire au Mali n'est pas une bonne chose. Les militaires ont investi la vie politique, la vie publique à un moment critique où le peuple était dehors. Mais devrait rapidement se retirer. Je suis contre tous les cas de coup de force. Ça, c'est mon point de vue. Mais je suis aussi contre la malgouvernance, la mauvaise gouvernance que certains dirigeants ont instituée, qui aujourd'hui donnent bon dos aux militaires
d'investir la vie publique qui n'est pas leur vie, qui quittent leur caserne. Ce sont nos politiques qui les ont habitués à cela, qui les ont invités à se mettre sur ce terrain. Et comme l'a dit, et ça je passe à son point de vue, mon vis-à-vis, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Et tant qu'il se trouverait des responsables, des autorités ou des politiques qui ne voudront pas faire les choses selon l'éthique et les normes, ils verront toujours ce genre de débordement en face. Et c'est bien regrettable. J'ose poser, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une réaction autre que celle qu'on a vue de la part d'Assimi Goïta? Quand Emile le dirait tout à l'heure, vous avez parachevé une révolution de la part des manifestants. Et puis, deuxième élément, vous formez un gouvernement de 25 membres, dominé évidemment par les militaires. Ils ont quand même le pouvoir. Oui, mais je reviendrai toujours sur ma démarche en disant que cela ne leur donnait pas cette latitude. Parce que c'est de la pagaille, c'est de l'indiscipline. Et l'indiscipline n'est pas la chose la mieux partagée dans l'armée. Je pense que l'armée, Goïta, en prenant le pouvoir, disait, parce que c'était un pouvoir qui a été déjà concocté par la rue, ils sont venus mettre de l'ordre en tant que force de l'ordre et de maintien de l'ordre. Et il disait à ceux qui conduisaient ce mouvement qu'ils vont faire les choses selon les règles de l'art, selon les normes. Mais pourquoi ? Parce qu'il existe un cadre de concertation, qu'on ne le veuille pas. Pourquoi ne pas repartir vers ce cadre de concertation et ramener la balle à terre et faire comprendre à ceux qui ont formé le gouvernement, sans l'en aviser, et ça c'est un argument qui, de mon point de vue, n'est pas forcément vérifiable, mais pourquoi ne pas créer un cadre de discussion pour, de façon consensuelle, trouver une solution à ce problème. Et chaque fois faire venir au devant de la scène les militaires, alors que le pays est occupé dans sa majeure partie par les forces terroristes. Ça pose un problème. Et malgré votre vis-à-vis estime comment que le rôle, la place des militaires, c'est de rester dans les casernes, il ne leur revenait pas de prendre le pouvoir. Oui, les militaires dans les casernes, c'est depuis longtemps cette théorie. Ça a évolué selon vous? Ça évolue. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué quelles sont les raisons qui amènent les militaires à sortir. Les militaires sont des citoyens comme nous tous. Sont des citoyens. Oui, chargés de maintenir l'ordre et également, voilà. Oui, mais quand vous leur demandez d'aller, par exemple, massacrer une population civile, vous savez ça? Les militaires, ils massacrent leurs propres citoyens. Voilà. Ça, personne ne dit rien, c'est normal. Mais quand il va chasser un autoritaire, un totaliste, un autocrate du pouvoir, ça pose problème. Mais c'est ça la vraie question. Qui leur dit d'aller massacrer la population civile? C'est le pouvoir civil. Et moi, j'ai pris le temps de constater partout. Les civils aujourd'hui en Afrique sont plus dictateurs que les militaires qui ont pris le pouvoir. Regardez le président Mathieu Kérékou. Et après, regardez tous ceux qui ont cédé à la tête de l'État béninois. Vous allez en tirer les conclusions. Regardez le Mali aussi. Vous voyez, regardez un peu partout en Afrique et même dans le monde entier. Les militaires, vous l'avez dit, c'est des gens disciplinés. Et parfois, quand ils arrivent au pouvoir, ils font beaucoup moins de dégâts parfois que les civils, qui se trouvent tout permis et qui mettent à leur solde les militaires pour massacrer la population civile. Et c'est ça qui me désole, moi. Et ces militaires, dirigés depuis des civils, sont incapables d'assurer la sécurité du Mali. Ça pose un problème. Qu'ils viennent aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes raisons qui avaient amené le coup d'État qui a délogé Amadou Toumani Touré, des questions de sécurité. Et ça continue, ça évolue, ça s'amplifie de plus en plus. Mon cher doyen a évoqué tout à l'heure, en parlant de la différence entre la Révolution française et un coup d'État, mais parfois je peux vous dire que des révolutions étaient beaucoup plus sanglantes que des coups d'État. En l'occurrence, la Révolution française, où on a parlé pour la première fois de la terreur. Il s'agissait de la terreur qui aujourd'hui a dégiré toute la société française. Et des gens en parlent aujourd'hui. Ça n'a rien fait de bon, cette révolution. Elle a été une terreur. Le coup d'État d'Assimi Goïta n'était pas une terreur. Personne n'en est mort, de toutes les manières. Et moi, je ne pouvais pas comprendre. Ce qui surprend, c'est que les chefs de la transition, c'est-à-dire le président, ce qui surprend au Mali, c'est que le président Dao et le premier ministre Mokhtar se permettent de ne pas respecter quand même ce sur quoi ils se sont entendus pour qu'il arrive. Mais il y a la charte de la transition a prévu explicitement qu'il faut consulter le vice-président. Et c'est le vice, ils savent que c'est lui qui dirige. Qu'est-ce qui leur pose problème de les consulter? Oui, évidemment, ce qui c'est ça la vraie question. C'est le fait que dans le remaniement, et ça on a su, il y a eu quand même 2 hommes
clés, c'est-à-dire 2 acolytes de Assimi Goïta qui ont été retirés au niveau des postes, disons, de la défense et également de la sécurité. On l'évoquait, il s'agit du colonel Modibo Koné, qui lui a été donc remplacé par Sadio Camara. Et puis, vous avez également un deuxième, voilà, qui a donc pris sa place. Donc, 2 hommes quand même très importants de Assimi qui ont été donc bougés. Il estime peut-être que progressivement, on veut peut-être en venir vers lui. Le Ndao était tranquille chez lui dans les débuts de sa retraite quand on lui a offert un fauteuil présidentiel. Moi, je crois que c'est lui qui n'a pas, qui a été, vous m'excusez, indiscipliné en ne respectant pas ce que la junte a dit. C'est ça la réalité. Parce que pour en arriver là, vous savez que même le M5 n'est pas d'accord avec le président, la manière dont la transition est gérée. Et je pense qu'ils sont tombés dans un piège. Les militaires ont pris la vice-présidence pour dire, bon, chérie, nous ne sommes pas, enfin, on n'est pas comptable de ce qui se passe. Et sciemment, je dis, il y a un sabotage. Dans le communiqué fait par Assimi Goïta, il a parlé de sabotage. Et je suis convaincu qu'il y a ça. Pourquoi ? Toutes les négociations, c'est le président qui n'a pas respecté. Il y a eu le procès verbal de conciliation avec les syndicats. C'est lui qui n'a pas respecté. C'est lui qui ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait ? C'est pas le vice-président qui va le faire. C'est lui le président, c'est lui le premier ministre. Donc c'est eux qui dirigent aujourd'hui la transition. Donc pourquoi ils n'ont pas fait ? Et c'est sciemment pour que les syndicats se lèvent à nouveau. Pour dire que cette transition dirigée par la jeune n'est pas bien faite. Ça pose problème. Donc pour ma part, il y a bien sabotage. L'accord de 2015 d'Alger, cet accord est problématique. La société civile malienne en parle tous les jours. Les Maliens ne veulent plus de cet accord. Mais le président Bandao, pour une transition de très courte durée, estime qu'il va appliquer l'accord parce qu'il reçoit des pressions de l'étranger. C'est ça la vraie question. Et pire encore, je vais vous dire, lorsque il a formé son gouvernement, c'était à l'issue d'une consultation avec la société civile et le M5 en l'occurrence, où Choguel Maïga a viscéralement critiqué la transition et a demandé la démission du gouvernement et même du CNT. Ce qu'il a obtenu tout au moins pour le gouvernement. Alors, combien de membres de M5 demandez-vous qu'ils ont mis dans le gouvernement ? Combien ? Bon, c'est vrai, vous dites. C'est qu'ils veulent rendre civil. Parce que j'ai écouté. Ce qui gêne, en fait, Macron dit qu'il faut des sanctions ciblées. Mais de quel droit il se permet ? C'est grave, ça. Au Tchad, qu'est-ce qu'on a fait ? Même l'UA n'a pas sanctionné le Tchad. Et lui parle de sanctions ciblées. Maintenant, j'ai écouté et dit que c'est un coup d'État inacceptable. Mais au Tchad, on peut l'accepter. J'ai écouté le ministre Yves Le Drian de la Défense, des Affaires étrangères, pardon, et qui a dit qu'il s'était réjoui que de l'unanimité des condamnations de ce coup de force et qui dit que le caractère civil de la transition est une condition sine qua non de la crédibilité. Bon, mais au Tchad, ouais, donc vous ne pouvez pas faire 2 poids, 2 mesures. Voilà, ça pose un gros problème pour nous. Et monsieur Anago Pezo, je n'ai pas un sentiment anti-français, en fait. J'ai des liens même de sang avec la France. Mais je parle de l'État français. Je parle de cet État profond. Je parle de cette oligarchie française qui nous brime ici. Ça ne veut pas dire que c'est un rapport de force, je les comprends. Si l'Afrique ou si le Bénin avait une puissance militaire, une puissance technologique comme la France, peut-être que le Bénin ferait pareil, ou peut-être que j'encouragerais les dirigeants à faire pareil. Mais il se fait qu'ils ont des appuis, des valets ici, ils ont des pions ici, des marionnettes ici, qui sont grisés par le pouvoir. C'est-à-dire que vous avez un problème très clair qui se passe. C'est-à-dire qu'ils arrivent au pouvoir et ils constatent à un moment donné, parce que c'est cette même France qui vous amène au pouvoir, qui à un moment donné, qui vous voit, quand vous êtes fragilisé, ça fait, il y a 2 causes. Quand vous sentez fragilisé, vous vomissez par votre peuple, il suscite à l'interne quelqu'un d'autre pour vous ravir la vedette aux grandes dames des aspirations des peuples. On connaît tout ce jeu. Ou quand à un moment donné, vous ne savez plus tellement leurs intérêts, ils vous fassent la peau. Mais tant pis pour ceux-là qui à un moment donné ont fait ce jeu. Parce que tous les dirigeants africains, surtout en Afrique francophone, pensent qu'il faut aller prendre l'onction
De la France. Pourquoi? Parce que la France, dans sa politique historique, a montré tout le temps la force, en fait. La force pour dire, si vous ne savez pas faire, vous aurez le sort de Gbagbo, vous aurez le sort de Sankara, vous aurez le sort de Modibo Keïta, vous aurez le sort de Lumumba, ainsi de suite. Et ça leur fait peur, en fait. Et ils sont déconnectés de leur peuple. Comment on doit comprendre ce table de Assimi Goïta? Est-ce que c'est un nouveau coup d'État? Est-ce qu'il le dira non, le temps que vous revenez sur votre décision? Comment vous interprétez la décision d'Assimi Goïta, vous? C'est un nouveau coup d'État. Pas qu'il l'ait fait pour que les autres se remettent sur le droit chemin. Parce que je le disais au départ, que si son intention était de ramener les choses dans l'ordre, il y avait suffisamment de cadres au sein du Mali profond pour que Assimi Goïta puisse se faire entendre, puisse se faire écouter et que nous autres, nous n'apprenions un beau matin que tout est rentré dans l'ordre. Mais s'il a choisi de ne pas procéder ainsi, c'est qu'il a préféré faire un coup d'État. Et ça, il n'y a pas d'autre nom pour désigner ce qui vient de se produire au Mali. Et donc, chemin faisant, j'ai écouté les déclarations où il rassurait que la transition va suivre son cours, les élections auront lieu au cours de l'année prochaine, sans précision bien entendu. Si après l'année prochaine, on est habitué à ce genre de micmac, ils estiment que les conditions ne permettent pas d'organiser des élections, le vin sera bu jusqu'à la lie. C'est un acte, c'est un coup d'État, ni plus ni moins. Parce que les instruments, les outils existent qui peuvent activer de part et d'autre pour régler ce problème-là à l'interne. Maintenant, c'est vrai que je ne voudrais pas faire du ping-pong avec mon vis-à-vis pour dire que lorsque on estime que Macron ou alors certaines chancelleries étrangères interviennent un peu de trop dans la politique africaine, moi, je voudrais rétorquer pour dire, nous sommes ici, nous assistons en tant qu'Africains à un certain nombre de démarches aussi venant de nos dirigeants. Par exemple, il y en a qui vont à l'Élysée aux côtés de certains présidents de la République pour dire, chez nous, au pays, c'est un désert de compétences. Je ne sais si c'est être souverainiste ou être souverain, ou être imbu de soi-même, ou alors c'est le contraire. Je ne sais vraiment pas trop. Moi, par exemple, je trouve que déjà, aller faire ce genre de quête, aller faire ce genre de démarche, ou même aller chercher, par exemple, des gestionnaires d'une structure portuaire, fut-elle de l'Occident, alors qu'à côté, nous avons des ports qui fonctionnent très bien, où il n'y a même pas une seule peau blanche. Enfin, je ne suis pas raciste, mais je voudrais simplement dire les choses de façon triviale. Pour dire, quand on va au port de Lomé, quand même, le port de Lomé n'est pas géré par des Belges ni des Slovaques. Mais le port de Lomé, commencez déjà par il a conduit à regarder du côté de la plage jusqu'à Lomé ville. Vous allez voir, c'est rempli de navires qui sont en rade, qui sont. Bref, c'est dire quoi. Nous-mêmes, nous prêtons flanc à un certain nombre de situations et lorsque ça dégénère, on commence déjà par trouver de l'anti-français, de la France-Afrique, de l'anti-américain et tout le reste. Je dis, quelque part, c'est une mauvaise chose. Le cas de Mali est en train d'être rendu difficile. La situation malienne est en train d'être rendue difficile par ce énième coup. Dans la mesure où ça fait l'affaire des terroristes qui évoluent. Regardez cette région. Le Tchad qui est déjà dans l'instabilité. Le Niger qui n'est pas sorti de l'auberge, où il y a toujours des coups. Le Nigeria qui en a jusqu'à la gorge. Voyez un peu le Burkina. Voyez tout ça. C'est une décélération extraordinaire. Je suis d'avis que la situation libyenne en a de beaucoup dans ce qui se produit aujourd'hui. Mais quand vous regardez toute cette bande du Sahel jusqu'au sud ici, vers le golfe de Guinée, il y a à se poser des questions. Et quand on est militaire et qu'on a à charge d'assurer la sécurité et qu'on a comme devoir de défendre l'intégrité territoriale, je pense qu'il y a mieux à faire que de faire perpétuellement des coups d'État et de laisser le territoire être en train d'être grugé en venant. Aujourd'hui, le pouvoir réel est à Bamako. Le pouvoir réel est à Bamako. Au-delà, c'est impossible. D'ailleurs, on a vu les élections qui ont posé problème. Les élections n'ont pu se tenir que dans certaines portions congrues du pays. Et donc, moi, je condamne, je dis, ce qui vient de se produire à Bamako, c'est un coup d'État, et ça, je l'ai dit. Un coup d'État, ce n'est pas bien qu'il est malvenu, parce que je pense qu'il y a des voies de recours, des mécanismes et des outils
que Assimi Goïta et les siens peuvent utiliser et se sortir d'affaires pour que nous ne soyons pas là aujourd'hui à déplorer cette situation. Ça, c'est mon point de vue. Alors, que pourrait évidemment vouloir Assimi Goïta à travers cet acte, Emile Guérin? Qu'on ramène ces hommes demain, ou bien il ne veut pas, disons, de ces deux, on le rappelle, qui ont été quand même posés aussi par la communauté internationale, la France et tout. Je veux parler du président Baondon et aussi du Premier ministre Mokhtar Ouane pour essayer de donner un semblant de visage quand même à disons, une gouvernance civile, alors qu'on sait qu'au fond, voilà, ce sont évidemment les militaires qui dirigent. Donc, que veut-il, me semble-t-il vouloir exactement à travers cet acte? Jos Pezo parle clairement de coup d'État. Oui, quelle que soit la terminologie qu'on peut donner à ce texte, et cela n'a pas d'importance pour moi. C'est-à-dire que Assimi Goïta a voulu juste mettre en place. C'est lui qui a fait son coup d'État. C'est ça. Il avait un objectif. C'est la refondation du Mali qui ne vient jamais. Vous comprenez? Et donc, c'est sous contrainte de la CEDEAO qu'il a mis en place des civils. C'était une contrainte. C'était pas, oui, c'est ça. Autrement, il allait diriger clairement jusqu'à la transition. Il avait même demandé 3 ans, mais la CEDEAO lui a imposé 18 mois. Et c'est là le vrai problème, en fait. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la feuille de route du Premier ministre, elle est trop ambitieuse. Ça ne peut pas se réaliser. Pour un pays déchiré, ça ne peut pas. Non, ils ont prévu déjà le référendum à la fin de l'année. Vous savez, le référendum, à l'heure où je vous parle, le référendum n'est même pas encore rédigé. Ouais. Vous savez ça? À l'heure où je vous parle, le référendum n'est pas encore rédigé. Et vous pensez d'ici février-mars 2022, ce sera fait. Alors, quelle promesse Goïta a fait? Goïta a fait la même promesse en disant que les élections pourront bien se tenir l'année prochaine. Oui, mais il y a la contrainte de la CEDEAO qui leur impose 18 mois rigoureusement. Vous voulez qu'ils fassent comment? Et c'est ça, c'est ce qui se passe. La CEDEAO aussi en est responsable. Et vous le savez comme moi que partout dans ces pays de crise, quand la CEDEAO, l'UA descend, c'est pareil. Comment vous comprenez-vous que l'UA n'a pas sanctionné ce qui s'est passé au Tchad? Alors que le président Déby, au moins lui, il a été élu, démocratiquement élu. Mais Bandao et Motawa ne sont pas élus. Ils ont été nommés par celui qui les traite de saboteurs, par celui qui les prive de leurs prérogatives, pour reprendre le mot d'Assimi Goïta. Donc, ils ont eu, moi je pense honnêtement, qu'ils n'ont pas du tout été responsables en n'osant ne pas mêler la junte militaire à ce remaniement. Voilà, je posais la question, il veut qu'on les ramène ou bien que les deux... Non, ils seront plus ramenés. Ils seront plus ramenés à partir du moment où ces deux-là. Mais attendez, vous comprenez que cela soit normal, qu'une transition si courte de 18 mois, qu'il aille déjeuner avec Tony Blair, pour dire quoi du Mali, si je vous en prie, qui n'est plus au pouvoir. Vous comprenez tout ce qui entoure l'occultisme au niveau du pouvoir. Où certains restent quand même dans des prises de décision terribles. Qu'est-ce que Tony Blair veut faire avec Bandao pour qu'il déjeune avec lui? Ça n'a pas de sens. Donc pour ma part, je trouve que les militaires sont dans leur logique depuis août 2020. C'est la même logique qui continue. Donc, que ce soit un nouveau coup d'État ou coup d'État d'un coup d'État, ils sont dans leur logique. D'accord. Jos Pezo, que peut-il vouloir à travers cet acte? Qu'on ramène, qu'on ramène ces deux hommes demain? Est-ce que le problème finira? Ou bien que les deux civils dégagent? Parce qu'ils sont quand même détenus au camp militaire de Kati. C'est vrai, la pression suit d'abord son coup. On verra un peu la suite. Mais que peut-il vouloir à travers cet acte, selon vous? Bon, d'abord, le coup par lui-même. Puisque je disais tantôt que si c'était de trouver des solutions consensuelles, que des instruments existent, des outils existent, des pistes existent à l'interne, qui ne devraient pas, même à la limite, à l'externe, ils peuvent faire venir... Mais le gouvernement serait déjà consommé et les gens auraient déjà pris service. Non, c'est possible que ça se puisse corriger. Et je ne vis pas au sein de la communauté malienne, là-bas à Bamako, mais je peux dire que Assimi Goïta ne peut pas jurer la main sur le cœur qu'il n'avait pas toutes les informations sur cette affaire. Maintenant, le coup a été fait. Mais si on est allé jusqu'au coup, ce n'est pas pour qu'on corrige dans un sens ou dans l'autre. C'est pour remettre en cause. Et la remise en cause est là aujourd'hui. Mais ça va durer combien de temps? Ce dont je suis presque certain ici sur ce plateau, c'est qu'il ne pourra pas y avoir d'élection. Pas parce que le temps imparti ne pourra pas suffire, mais c'est parce que ce coup remet en cause tout le processus au Mali.
le énième coup d'État de Goïta remet en cause tout le processus et pour je ne sais encore combien de temps. Est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont faire machine arrière? Je ne saurais le dire dans la mesure où c'est vrai, bon, ça va sembler un peu cynique ce que je veux dire. Le pouvoir est tellement, c'est-à-dire le bas peuple, enfin c'est le langage du bas peuple, que lorsqu'on y touche, on n'a pas du tout envie de le laisser futon militaire. Et c'est ce qui est en train de se produire à Bamako, parce que Assimi Goïta a pris du coup à ça, et laisser les civils n'est pas de ses intentions. Moi, j'en ai l'impression. Et donc, ils l'ont pris cette fois-ci pour l'exercer. Jusqu'à quand, je ne saurais le dire. Vous parlez de remise en cause, disons, sur le processus de transition qui est en cours. C'est vrai, 18 mois, on a déjà égrené près de 9 mois déjà. Août prochain, ça fera 12 mois que cette transition est donc en cours au Mali. Éventuelles conséquences selon vous? Que ça voudrait parler d'abord du report sans doute des élections. Oui, c'est clair. Les autres, qu'est-ce qu'on peut peut-être... Là, je ne suis pas sur le terrain, mais je constate que ce coup de force fait l'affaire des terroristes. Ni plus ni moins. Ce coup de force, en remettant en cause tout le processus, c'est une sorte de rebelote dans la mesure où les jours ou les semaines à venir, vous allez voir que on remet tout à plat. Assimi Goïta et les siens remettons tout à plat et demanderont à ce qu'il y ait une sorte de transition dans la transition. C'est-à-dire, c'est une véritable remise en cause, mais il va y avoir une sorte de transition dans la transition. Assimi Goïta à deux, suis-je tenté de dire, va avoir son processus de transition qui ira au-delà de ce qui a été imparti par la communauté internationale pour que nous ayons des élections civiles, des élections normales au Mali. Je voudrais être plus explicite et plus bref pour dire, c'est une croix que la junte militaire vient de mettre sur le processus de transition à Bamako, enfin au Mali. C'est cela. Mais c'est vrai que chaque fois je suis attiré par certains propos de mon vis-à-vis pour dire qu'y a-t-il de mal que une autorité de la trempe du Premier ministre ou de la transition puisse avoir un déjeuner avec Tony Blair ou Bill Clinton ou qui sais-je encore. Ce sont de fautes de personnalité quand même. C'est anodin, juste un dîner. Qui me dit que quelque part l'autre n'a pas été parrain de mariage à l'autre? Enfin, je badine à la limite. Mais on ne peut pas sur ces genres de suspicions bâtir une nation ou projeter les stratégies de gouvernance. Non, pas du tout. Et donc, les relations qui sont les leurs, quels sont les résultats ou les déclarations au sortir de cette rencontre? Donc, moi, je crois qu'on peut mêler ces choses. Mais je sais, j'en ai entendu tellement bien, pire que ça d'ailleurs, chez les africanistes ou les panafricanistes, que je me dis parfois, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons quelque chose de son contraire. Ces mêmes Africains sont prêts à embrasser la France, à se prosterner devant la Grande-Bretagne quand leurs intérêts sont en jeu et à les blâmer. Choisissons clairement ce dont il nous faut. Qu'est-ce que nous voulons pour l'Afrique? Qu'est-ce que nous voulons? Aujourd'hui, les problèmes de sécurité ne peuvent être l'œuvre d'aucune junte, mieux d'aucun pays. C'est un problème qui concerne toute l'Afrique. Si l'Algérie reste en dehors de ça, les autres pays vont en pâtir, l'Algérie aussi va en pâtir. Aujourd'hui, le problème sécuritaire concerne le Bénin, même ce qui se passe au Mali. Le Bénin n'est pas épargné. Donc, autant l'Union africaine intervient, la CEDEAO intervient, et certains trouvent à y dire, je me dis que peut-être ces institutions africaines n'interviennent pas suffisamment bien, ne le font pas avec beaucoup d'équilibre. Je suis d'accord qu'on n'ait rien dit pour ce qui concerne le Tchad. C'est une grosse erreur et qu'on a toujours constaté au sein de ces instances. Mais je dis, pour le cas du Mali, c'est une porte d'ouverture directement sur toutes les autres régions. Et il va falloir y apporter correction au lieu de naviguer sur des considérations panafricanistes. Les prochains jours éventuels, disons, de ce stade posé par Assimi Goïta, selon vous, je veux parler un peu des conséquences, des impacts pour vous. Il parlait tout à l'heure de la remise en cause de la transition, qu'avec ce qui s'est passé, il n'est plus très évident qu'on ait, selon Georges Bezos, les élections de l'année prochaine. Pour ma part, les dirigeants de la transition, en l'occurrence les civils, le président et son premier ministre,
l'acte qu'ils ont posé est déjà le signe de la remise en cause de cette transition. Parce qu'il devait avoir une entente au sein de cette transition. Ils ont montré qu'il n'y a pas eu d'entente. Ils devaient s'entendre pour la formation de ce gouvernement. Donc c'est eux qui ont violé une disposition de la charte de transition. C'est bien inscrit. La charte de transition leur permet d'avoir une feuille de route. Et puis si le président se permet le luxe de violer une disposition, vous voulez que Assimi Goïta et les siens fassent quoi? C'est prévu aussi qu'il faut un coup d'État pour corriger. Non. Mais non, mais écoutez, Assimi Goïta, aujourd'hui, il a fait son coup d'État et il est en place depuis août 2020. Même si on peut se permettre de condamner les coups d'État, mais il y a une situation en Afrique particulièrement qui nous a mis là. Et mon cher Pezo, je ne fais pas un discours panafricaniste, je ne m'en revendique même pas. Monsieur dont je sais que je peux revendiquer, c'est être souverainiste. Et les rencontres, je dis, les personnages dans l'histoire géopolitique sont très importants. Et lorsqu'un pays est en danger, surtout, vous avez vu la France, après, en cours de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a pris le pouvoir? C'est un général et qui a conduit bien son pays et qui aujourd'hui est toujours vénéré, ma foi. Vous comprenez ça? Sankara, ce fut un militaire. Aujourd'hui, il est encore, ses souvenirs, ses théories sont encore vivaces dans la mémoire africaine, surtout même d'une jeunesse qui ne l'a même pas connu. C'est tellement bizarre, parce qu'on a encore besoin des gens souverains comme ça, des gens qui disent non à la domination. Ça, moi aussi, j'ai beaucoup de griefs contre ces histoires de panafricanisme et tout ce que vous voulez. Lorsqu'on traite certains comme Idriss Déby de Pana, ça me fait simplement rire. Donc ça, c'est un autre débat. Nous n'en sommes pas là. Mais c'est une réalité politique, ce qui se passe au niveau africain. Que des personnages très influents à travers le monde, même des groupes, des lobbies financiers qui influencent les décisions africaines. Et cela, comment vous pouvez comprendre qu'avec 5 forces au niveau du Mali, les djihadistes continuent et cette semaine, il y a eu même l'application du Sharia qui a commencé avec l'État islamique qui veut conquérir des territoires, qui veut diriger. Et donc, le Mali devait être même en état d'urgence. C'est une situation dramatique. Mais nous avons vu, pendant toutes les années de gouvernance d'Ibeka et tout ce que vous voulez, ça a échoué, la sécurité. Donc, il faut, moi je pense que si ces militaires sont en arrivée là, c'est contre la situation. Vous voyez, aujourd'hui en Afrique, on a des élections violentes, frauduleuses, des élections. Et vous voulez que les militaires ne participent pas à la gestion du pays. Lorsque les civils ont échoué lamentablement, vous voulez que, même en France, mon chef Pepezo, il y a près de 1013 militaires généraux français qui ont sorti une pétition pour dire ce qui se passe, attention. Donc, il y a une situation politique délétère et répugnante qui amène les militaires à réagir. Sur la suite de la transition, par rapport à la question que je posais, lui parle... Oui, parce que, en fait... Parce que vous estimez que la faute, c'est plutôt les civils qui ont d'abord violé pour vous. Et la suite, voilà pour vous. Est-ce qu'avec cette échéance qui est prévue, la date serait-elle respectée? Mais c'est pas évident. Vous venez de dire que le pouvoir est sucré, suave. Et donc, si la jeune militaire avait demandé 3 ans pour la transition, que c'est encore une occasion de rester encore. Un temps, ça peut encore pouvoir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que pour vous, la volonté est due, cet acte est dû par une volonté de goûter, de gérer le pouvoir, ou peut-être de justifier que les 3 ans qu'on avait demandé sont peut-être normaux? Oui, je me chine à répéter que les militaires n'ont pas fait ce coup de force encore une fois pour rien. Il y a une situation qui les a conduits là. Ouais. Et pour les informations que j'ai, les militaires ont déjà discuté avec le M5, qui maintenant, pour le pouvoir, pour le poste, ils veulent prendre un membre du M5 pour le poste du Premier ministre. Et ils ne s'entendent pas maintenant. C'est ça la réalité du pouvoir. Qui veut aller entre Choguel Maïga et Montagatal? Ils ne s'entendent pas du tout aujourd'hui. Et c'est ça le problème des hommes politiques. Et c'est Choguel Maïga, je parlais des personnages qui a conduit à cette situation, qui a influencé le président malien. Par exemple, ce monsieur, qui vous souvenez, depuis 1997, je dis 97, depuis bien avant, avait soutenu fortement Moussa Traoré. Et même après le coup d'État, il a soutenu fortement. Il a même voulu mettre le logo du lion que représentait le parti de Moussa Traoré sur son propre parti, qui lui a été refusé par le ministère de l'Intérieur. Il a dû changer par un tigre. Donc voilà des gens qui conduisent le Mali depuis des années, qui sont encore là, qui cherchent le pouvoir.
Et il a fallu simplement que qu'il soit débattu, dégagé du pouvoir en tant que porte-parole du ministère qui se leva contre le président Ibeka. Donc, ces politiciens nous fatiguent en fait. Et vous en êtes conscients. Et lorsque ça se passe comme ça, ces jeunes militaires, vous avez constaté que la plupart, ce sont des jeunes qui réagissent. C'est ça. Et donc, vous voulez qu'ils se taisent et que la population continue d'être brimée, alors que c'est eux qui vont mourir sur le terrain djihadiste, c'est eux et ils ne sont pas préparés. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font? Ces deux militaires, Sadio Kamara et Modibo Keïta, sont en pleine négociation avec la Russie. Parce qu'ils trouvent que c'est mieux pour eux. Voilà. Avec ce que fait aujourd'hui l'Occident. Voilà. Et ça les gêne. Oui. Ça gêne ces puissances qui ont leur intérêt au Mali. On sait, les États n'ont pas d'amis, toujours d'intérêt. On a vu la France avec la mémise, malgré les dénonciations de pillage du Mali avec les questions d'or, ils ont toujours appelé à la diffusion de fausses informations. On est là pour vous protéger, nous sommes là pour assurer. Bon, voilà, on sait tout ce qui est en dessous. L'exemple actuel de la Centrafrique avec la présence de la Russie de plus en plus. On a vu que la France a perdu du terrain au niveau de la Russie de la Centrafrique. On sait que le nouveau dirigeant aussi, en temps, avait pris rapidement, langue avec les Russes, notamment au niveau du Mali, ce qui semble ne pas forcément plaire, à Paris désormais. Cela va de soi. Et bon, c'est vrai, les accointances des membres de la junte avec la Russie s'expliquent beaucoup par la présence, sinon le séjour de certains responsables en Russie pour leur formation. Donc la plupart, il y en a même qui étaient en congé. Assimi Goïta était, si je ne m'abuse, était en congé à Bamako. Il devrait repartir en Russie lorsque le coup a été préparé et monté. Donc, il y a cette accointance ou ces accointances qui ont favorisé quelque peu les relations qui ont été mises sous la coupe de la diplomatie par la suite avec la Russie. Mais c'est vrai, la guerre froide, c'est fini. Sur papier, dans nos idées. Mais la guerre froide a pris une autre forme désormais qui se mène par les puissances. La France a perdu pied en Centrafrique, c'est une évidence. La Russie et la Chine montent désormais. La Chine utilise d'autres moyens pour créer son hégémonie. Au plan beaucoup plus commercial, au plan des affaires et tout, au plan de construction des infrastructures. Et on a observé cela. La Russie, beaucoup plus au plan militaire et tactique, intervient aussi en Afrique. Ce qui est en train de se produire à Bamako, c'est vrai, la France ne peut pas regarder ça d'un bon oeil. Cela va de soi, puisque c'est son ancienne colonie. Et donc, le cas paternaliste, oui. Le Mali n'appartient pas quand même à la France. Non. J'ai dit son ancienne colonie. Oui. C'est vrai, la Russie n'avait pas pour colonie le Mali ni le Bénin. Et donc, ce regard paternaliste dont vous parlez, cher Landry, là, non, c'est vrai, la France continue pas à croire que c'est son précaré. La Russie se découvre aujourd'hui, après la fin officielle de la guerre froide, commence par aller tâter du terrain, s'installer un peu partout, surtout sur le continent africain qui paraissait en friche. Mais la Russie, c'est vrai, nous donne l'impression d'être beaucoup plus stratégique lorsqu'il s'agit, parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé en Syrie, la Russie était pratiquement le seul à affronter tous les autres pays et a réussi pratiquement à maintenir Assad, Bachar al-Assad en Syrie. Ça, c'est vrai, c'est un coup de force. Et Vladimir Poutine est bien dans sa peau en faisant cela. Mais ce n'est pas la Russie ne le fait pas parce que la Russie aime beaucoup l'Afrique, la Russie aime beaucoup le Mali. Non, la Russie le fait pour des intérêts stratégiques. Conquête aussi de pouvoir. Oui, parce qu'il y a les Américains. Et cette guerre est finie sur papier, c'est vrai, mais de façon beaucoup plus sinueuse. Ça continue, la guerre froide, voudrais-je dire, continue sur le terrain, surtout en Afrique, où les Américains viennent, les Russes se mettent à côté, et les Français sont de l'autre côté, et chacun essaye de gagner du terrain. Je voudrais me demander, est-ce que la junte militaire ne serait-elle pas en train d'être manipulée, ou alors serait-elle sur le bon filon? C'est-à-dire,
a-t-elle trouvé, la junte bien entendu, a-t-elle trouvé la meilleure parade désormais pour résorber définitivement et durablement le problème djihadiste? Ou alors serait-elle en train de se laisser abuser? Parce que quoi qu'on dise, lorsque la France vient quelque part et la Russie lui demande d'aller un peu plus loin, c'est que quelque part dans la chancellerie ou quelque part ça a été déjà discuté, quelqu'un a cédé une petite part. Ce n'est jamais à la grande surprise des Français que la Russie s'installe au Mali. C'est faux. Et donc, si la junte militaire a bien analysé sa démarche, ça lui portera sûrement bonheur dans la lutte contre le djihadisme. Mais si c'est un effet de mode, très tôt, nous allons constater les conséquences sur le terrain. Et donc, qui sera le perdant? C'est encore le Mali qui sera le perdant. Je ne demande pas que la France s'installe au Mali. La France a fort à faire chez elle. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que les Maliens aujourd'hui ont les moyens, au plan tactique, au plan stratégique et au plan matériel, pour contenir les djihadistes? Voilà. On va poser la question à Emile Guérin. Pour vous, est-ce que peut-être les Russes seraient en train de tirer les ficelles ou j'allais dire, ce tas que nous observons, c'est peut-être dû à la volonté des nouveaux dirigeants maliens, notamment les militaires, de revoir peut-être les accords et de traiter désormais avec qui ils veulent. Oui, les Russes ne tirent aucune ficelle pour ma part. Et il suffit de relire le mot-clé du communiqué d'Assimi Goïta, sabotage. Et quand on parle de sabotage, c'est du sabotage. Ça veut dire que... C'est le communiqué, ce sont les mots qu'on a lus. Oui, mais c'est celui qui dirige le Mali qui le dit. Donc, il a dû constater quelque chose. Puisque, je reviens sur ça, c'est lui qui a nommé le président Bandao. C'est très important. Donc, Bandao ne tire sa légitimité que d'Assimi Goïta. Mais ne symbolise pas tout le Mali. Oui. Pardon? Assimi Goïta ne symbolise pas à lui seul tout le Mali. Mais justement, oui, c'est ça. Mais Bandao, à lui seul, ne symbolise pas le Mali. Il dépend de la junte. Et quand la junte est arrivée au pouvoir, nous avons vu les manifestations pour vouloir le départ d'Ibeka. On n'a pas... Assimi Goïta est très populaire au Mali, au sein de la jeunesse. Ça, je vous le dis. Il est très populaire au sein de la famille fondatrice de Bamako. Il est très populaire au sein de la jeunesse tout court. Et c'est très important. Et c'est ce qui fait justement peur. Parce que quand il va prendre cette orientation que je vois en matière de sécurité, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 5 forces sur place au Mali. Et pourtant, les djihadistes continuent. Les Français, les soldats français sont pas racidants, ne sont pas prêts pour mourir, pour sécuriser les frontières maliennes, pour sécuriser les Maliens. Ils ne sont pas prêts pour mourir pour ça. Pas du tout. Et c'est pourquoi Idi Déby, Itno, père, avait toujours été adoubé. Parce que lui, il a galvanisé ses soldats, il les envoie sur le terrain aller mourir pour les Maliens, pour les Nigériens, ainsi de suite. Et donc, ça fait que... Parce que cette guerre, je l'ai toujours dit, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Les djihadistes, en face de qui nous sommes, sont prêts à mourir eux autres. C'est derrière leur credo, ça ne leur pose pas de problème. Alors lorsque vous êtes en combat contre quelqu'un qui est prêt à mourir, vous voyez que le combat est très rude dans ce moment. Et nos armées ne sont pas formées pour. Nos armées sont formées pour brutaliser la population civile. Ça, ils en sont des experts. Donc il faut les former aujourd'hui. Alors lorsque vous voyez, vous venez de citer l'exploit de la Russie en Syrie. Voilà, c'est ça de ça qu'il est question. Mais aucune armée n'est la Russie formée. La Russie pour, aujourd'hui faire du djihadisme. Mais il faut les former maintenant. Mais il faut les former. La Russie a prouvé sa lutte, même sur son propre territoire, contre le terrorisme islamiste. C'est très important. La Russie est un élément central dans la lutte mondiale contre le terrorisme islamiste. Donc il faut pouvoir compter avec elle. Et vous voyez ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Parce que je vous dis, le monde dans lequel nous sommes en train de cader... pour la Russie. Ah oui, absolument. Je vous assure, je ne le cache pas du tout. Le monde dans lequel nous sommes en train aujourd'hui, ce serait un monde de rapport de force terrible. C'est pourquoi j'ai toujours regretté le fait que l'Afrique du Sud nous a débarrassé de cette bombe atomique. On l'aurait gardé, que les puissances étrangères nous respecteraient aujourd'hui. Je vous assure. Parce que donnez-moi un seul territoire sur la planète où il n'y a pas de conflit, même armé. Partout. Birmanie, Israël, partout, il y a de conflits armés. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, qui ne comprend pas, vous savez qu'aujourd'hui, l'une des armées les plus redoutables dans le monde, c'est celle de la Russie. Et les Américains en sont... Il a même développé une arme qu'aucune armée du monde n'a encore. Et ça fait que
la Russie est respectée. Sinon, personne ne le respecterait. Pourquoi, quand la Chine parle au-delà de sa puissance financière, c'est parce qu'elle a la bombe atomique. Pourquoi ils se sont arrogés le Conseil de sécurité? Les 5, c'est parce qu'ils ont tous la bombe atomique. Pourquoi ils ne veulent pas que l'Iran ait la bombe atomique? Parce qu'ils savent qu'elle va devenir une puissance qui va pouvoir rivaliser avec eux. Parce que c'est des gens qui sont des souverainistes. Vous comprenez ça? Et ça fait peur dans le monde. Donc moi, je ne peux pas permettre que même si Assimi Goïta était soutenu par une puissance étrangère, je le combattrai. Ça, c'est sûr. La Russie n'est pas une puissance intérieure. Mais ce n'est pas la Russie qui a mis ce coup d'État de septembre 2020. Pas du tout. Quand il a fait son coup d'État, il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Il faut un pays qui est crédible, avec qui nous pouvons traiter d'égal à égal. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette discussion condescendante par rapport à la France et faire des négociations d'égal à égal. Parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça le problème. La paix au Mali, je crois que c'est ce que... Mais la paix, depuis 2012, est-ce que la France a pu sécuriser le Mali, le Niger? Elle a échoué. Il faut écouter le peuple malien. Que veut le peuple de la Russie pourrait avoir une amélioration? Mais essayons. Que veut le peuple malien? Nous avons vu, lors des manifestations, quelques années après avoir érigé en héros François Hollande, le peuple malien a eu François Hollande à brûler les symboles français. Que veut le peuple français, le peuple malien? Le peuple malien ne veut plus de la présence militaire de la France au Mali. Le peuple malien a été clair là-dessus. Et je vous rappelle, ce n'est pas d'aujourd'hui, vous vous rappelez de cette fameuse magnifique chanson d'Alpha Blondy qui dit « Armée française, allez-vous-en, dans tous les pays sont ». Et moi, je le redis aujourd'hui, Armée française, dégagez-vous, quittez le territoire africain et laissez les Africains gérer eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Monsieur Pezo, supposons, prenons le cas, s'il vous plaît, prenons le cas que si la France disparaissait de la planète aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aucun pays africain n'existerait plus. Vous en êtes sûr? Mais ce n'est pas possible. Alors, quel est leur intérêt? Dites-moi. Posez-vous la question. S'il vous plaît, quel est l'intérêt de la France de vouloir venir nous sécuriser? Quel est son intérêt? Non, on sait qu'il y a forcément... Et quel est l'intérêt de la Russie à aller sécuriser la Centrafrique? Non, mais quel est mon intérêt lorsque je trouve qu'au lieu de discuter avec lui, au lieu de lui demander un prêt, je préfère vous demander parce que si lui, je lui demande, il me tasse tellement. Donc, je choisis mon partenaire. C'est ça mon problème. La liberté de choisir avec qui nous voulons traiter. C'est de ça qu'il est question. La France, notamment Emmanuel Macron, parle d'un coup d'État dans un coup d'État inacceptable, a-t-il d'ailleurs dit. Son ministre des Affaires étrangères s'est dit heureux, disons, des contestations, des protestations. Ils ont même dit, nous allons demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. La France parle d'un coup d'État dans un coup d'État. Il parle de sanctions ciblées. Elle parle de sanctions ciblées d'ailleurs, Paris. En fait, ces interventions intempestives de la France s'expliquent du fait par ce que j'ai évoqué tantôt, à savoir que, qu'on ne le veuille pas, nos pays ont été d'anciennes colonies de la France. On observe presque un accident de l'histoire. Oui. On observe presque la même chose lorsqu'il s'agit des pays du Commonwealth, par exemple, la Grande-Bretagne et tout le reste. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, n'attendons pas que ces propos soient tenus systématiquement en première position par la Grande-Bretagne. Non. On peut entendre, dans une moindre mesure, la Grande-Bretagne intervenir, par exemple, du côté du Nigeria ou du Malawi et autres, là, pour dire, bon, mais écoutez, nous ne sommes pas d'accord par rapport. Donc, les relations que nous avions eues, et les pays francophones ont eues avec la France, permettent à la France, je ne dis pas que c'est à bon droit, mais permettent à la France d'avoir ce genre d'attitude. Oui, la France, qu'on ne le veuille pas, est un membre du Conseil de sécurité. Selon vous? Je vais nuancer. C'est justifié. Pourquoi? Il fallait quand même que, au plan international, qu'il y ait une voix qui s'élève pour condamner ce qui se passe. Moi, je condamne ce qui s'est passé à Bamako. Parce que nous n'allons pas vivre perpétuellement de coups d'État. Ce n'est pas une bonne chose. Et nous n'allons pas non plus vivre perpétuellement de dictature. Je suis contre. Parce qu'on voit des pays qui évoluent sans verser ni dans les coups d'État, ni dans la dictature. Et pourtant, qui sont des pays qui se développent, qui avancent. Et donc, face à une situation comme celle-là, une voix devrait s'élever. Et je crois qu'après concertation, sûrement, il était entendu que la France puisse donner son point de vue. Moi, je voudrais être un peu diplomatique pour regarder un peu ce qui se trame derrière, que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas. Et donc, la France dit saisir le Conseil
de sécurité, elle en est membre. C'est de bon droit que la France propose de saisir le Conseil de sécurité. Reste à savoir si ça va se faire, et si ça se faisait, quelle en sera la conséquence ou quelle sera la décision que le Conseil de sécurité, si elle acceptait de se retrouver, va prendre. Mais la France a bon droit, puisque étant un ancien colonisateur, prend à cette démarche-là. Maintenant, quant au président Macron, je ne vous ai pas fait un jugement de valeur pour dire qu'en fait, lorsqu'on observe un peu le président Macron, je comprends que cette fois-là, le regard qu'il porte sur le Cameroun, c'est pas le même regard qu'il porte sur le Togo, même si la démarche semble être paternaliste. Macron ne portera pas le même regard sur un autre pays francophone qu'un autre également. Et donc, moi je crois que c'est les rapports. Comment chaque président africain va se vendre moins cher à la France, c'est à l'aune de cette démarche que la France aussi va agir. La France et le Mali. Aujourd'hui, il faut reconnaître que, et ça c'est là où je partage un peu le point de vue de mon vis-à-vis, pour dire que le Mali n'existe que de nom, dans la mesure où on dit il y a la junte. Mais quand on parle de junte dans un environnement, ce n'est plus un pays réel, ce n'est pas une république réelle au sens propre du mot. Et moi, je pensais que la transition telle que ça avait été dessinée pouvait nous conduire vers une république qui va connaître des élections et de stabilité par la suite. Mais telle que la situation se présente en ce moment, nous n'avons pas en face de nous la République du Mali. Nous avons une junte qui est au pouvoir à Bamako et qui crée toutes les conditions d'instabilité possibles. Enfin, du moins, qui impose ou qui offre rien que des conditions d'instabilité. Parce qu'un État comme celui-là ne peut pas véritablement, si c'est une junte, ne peut pas véritablement négocier, discuter avec d'autres partenaires convenablement, obtenir un certain nombre de choses, signer au nom de l'État et engager la responsabilité ou la signature de l'État malien. Donc je dis, on ne peut pas encourager ce qui est en train de passer à Bamako et dire, bon, ça n'a qu'à se perpétuer sur 3 ans, 4 ans. Parce qu'en réalité, lorsque ça va se faire, aucun contrôle. Je ne connais pas de junte qui gérait une république dans les règles de l'art, avec une gouvernance comme cela se doit. C'est faux. Une junte reste une junte. À moins que ça ne se mue en une autre chose. Et j'attends de voir les prochaines semaines. Emile Guérin, Assimi Goïta a-t-il suffisamment les reins solides pour tenir? On sait que quand la communauté internationale, en principe, se déploie, c'est-à-dire déploie le rouleau compresseur sur vous, avec les menaces ciblées, même avec le temps, on finit par fléchir. A-t-il suffisamment, selon vous, les armes, je parle entre guillemets, la force de pouvoir tenir pendant longtemps? Voici là, mon conseil, il va y arriver. Parce que lui aussi, il subit des pressions de l'armée malienne, qui n'a pas approuvé le fait de ne pas tenir compte de ces deux jeunes colonels qui ont été enlevés du gouvernement par le Premier ministre Motawa. Ils apportent quoi? Donc, il subit aussi des pressions. Il n'a pas fait son coup d'État seul. Je voudrais, moi, je ne légitime pas forcément un coup d'État, mais tant que nos politiques vont mener cette politique de violence. Vous avez dit que vous ne souhaitez pas que l'Afrique soit dans un coup d'État perpétuel, et moi non plus, je ne souhaite pas. Mais je ne souhaite pas non plus que nos populations soient sous la terre, soient terrorisées. Il y a ce qu'on appelle aussi le terrorisme d'État. Nos populations africaines sont terrorisées. Vous avez vu les dernières élections en Côte d'Ivoire. Qu'a fait votre papa français? Rien. Au contraire, on a Ouattara qui a promis ne plus faire briguer un 3e mandat, qui a été félicité par Macron et qui avait fait sa forfaiture. Il s'agit simplement de l'ANAC de la part de Macron, avec ce qu'il a encore fait la dernière fois sur le plan économique. Ça ne lui revient pas. Et moi, je suis peiné de voir nos dirigeants africains aller assister à ces balais qui les humilient en fait, qui ne tiennent pas compte des vraies aspirations de leur peuple, mais qui sont là pour servir d'autres intérêts et s'en mettre plein les poches. Ça pose un problème. Lorsque vous avez un État où tout est permis, la corruption est galopante, l'insécurité, le Mali était déjà dans un état de déliquescence avant que la jeune ne prenne le pouvoir. Le Mali était déjà détruit avant que la jeune... C'est pas la jeune qui a organisé cela. Au contraire, la jeune travailler pour que cela ne continue pas. Et je pense qu'il faut ces jeunes-là... C'est ce qu'elle nous dit. Oui, c'est ce qu'elle nous dit, mais on ne les a pas vus à l'œuvre. On a vu les politiciens à l'œuvre. Ça n'a rien donné depuis 30 ans. On les a vus depuis 30 ans lors de ce fameux vent. C'est pas à Mitterrand de nous demander d'être démocratisés, sinon on ne nous apporterait pas des aides. Vous vous rendez compte?
Je viens vous dire, vous, chez vous, si vous ne discutez pas avec votre famille, moi, je ne vais plus vous prêter de l'argent ou je ne vais plus vous aider. Ça sent très mauvais, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Vous avez évoqué la colonisation, qui est un drame, un tragique de l'histoire africaine, parce qu'on aurait dû laisser les peuples eux-mêmes en arriver à leur propre mutation, fabriquer leur propre histoire. Ça n'a pas été le cas et nous en sommes là aujourd'hui. Merci à vous, Emile Guérin. Merci pour votre participation à ce débat. Je rappelle évidemment que vous êtes donc consultant en communication et puis gestion de crise. En face de vous, Jos Perzo-Anago, journaliste, directeur de publication du quotidien La Dépêche. On parlait évidemment, disons, de ce nouveau coup d'État au Mali. L'ivresse du pouvoir a-t-elle gagné la junte au pouvoir? Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de votre attention. Au revoir.